Donc, je rappelle les trois personnes dont on doit entendre l'histoire aujourd'hui. Il s'agit donc de Deogracias Vonia Rossi. Donc, je vais voir si Deogracias est là. Je ne vois pas Deogracias. Il faut donc si vous êtes Deogracias, là, vous cliquez sur le pour partager votre audio et vidéo. Nénette Eloku donc est là en temps et en heure. Fodé Danafaka, par contre, je ne vois pas non plus. Donc, on va commencer avec Nénette. Et après, je sais qu'il y a d'autres personnes issues du réseau Covid-19 qu'on appellera. Donc, on fera un appel à volontaires si les panélistes qui avaient été sélectionnés ne sont pas prêts. Alors, déjà, j'ai même à peine eu le temps de dire bonjour à François. Donc, j'espère que ça va. Bonjour, et ça va bien. On va commencer donc avec l'histoire de Nénette. Nénette, c'est à vous. Il faut donc activer votre micro. Oui. Bonjour Reda, bonjour Franck, je vois François Gassela, bonjour. Bonjour à tous nos invités, bonjour à tous mes collègues scolaires qui sont présents dans la salle. Je suis Nénette, comme Reda vient de le dire. Je tiens, avant de commencer ma présentation, à remercier d'abord Reda pour la confiance faite à notre personne. Et puis, merci parce qu'elle nous a permis à ce que nous puissions partager avec vous notre expérience. En fait, il s'agissait d'une situation dans la zone de santé de Biéla. La zone de santé de Biéla, c'est l'une des zones de santé de la commune de Kimbanseke. Et Kimbanseke, c'est la commune la plus pauvre de la ville de Kinshasa. Le problème était que bon nombre de mamans de cette zone de santé étaient hésitantes face à la vaccination. Donc, elles refusaient de faire vacciner leurs enfants. Et tout ça, c'était à cause des rumeurs qui circulaient dans la ville, disant que le vaccin COVID serait déjà disponible et que ce vaccin serait là pour exterminer la race noire. Aussi, les autres disaient que ce vaccin serait là pour rendre les femmes stériles, c'est ce qu'on veut dire. Mais aussi, ils hésitaient par crainte d'être contaminés au cours des séances de la vaccination. C'est ça la raison de la réticence. La partie prenante dans notre projet, c'était le ministère de la Santé. Les rôles que nous avons joués, bon, personnellement, j'ai joué les rôles, j'ai fait la sensibilisation. J'ai fait la sensibilisation et puis j'ai fait un petit briefing des acteurs de vaccination, des relais communautaires pour qu'on arrive à atteindre notre but. Les actions spécifiques que nous avons envisagées, c'était de communiquer avec les mamans. Nous nous sommes dit, nous devrons, face à cette hésitation, nous devrions communiquer avec les mamans. Et comme mesure spécifique, c'est ce que nous avons fait. Nous sommes allés chez chaque maman dans son domicile. Nous avons rencontré les mamans, dans chaque maman dans son domicile, nous avons rencontré. C'était pour parler de la vaccination, c'était pour parler des vaccins contre Covid qui n'étaient pas encore disponibles. Et puis, c'était pour les rassurer du respect de mesures barrières lors des séances de vaccination. Voilà, merci beaucoup. Okay. Les mots que nous avons vraiment utilisés pour les convaincre, d'abord quand nous sommes arrivés chez chaque maman, nous les avons écoutés d'abord. Nous avons écouté chaque maman. En fait, c'était une situation de porte à porte. Nous avons sensibilisé les mamans. Nous les avons d'abord écoutés et ils ont parlé. Donc, tout c'était par rapport toujours aux fausses rumeurs qui ont circulé dans la ville. Nous, à notre côté, ce que nous avons fait, nous les avons rassurés, nous avons dit que non, les vaccins Covid n'étaient pas encore disponibles. Et même si cela serait disponible, ça ne serait pas pour tuer la race noire, ça ne serait pas pour nous rendre stériles, mais c'est plutôt, serait pour protéger nos enfants et nous-mêmes contre les maladies évitables par la vaccination et des diverses autres maladies que vous connaissez. Là, je signale en passant que la zone de santé des billets là, dans la commune de Kimbanseke, on avait eu affaire à des femmes qui avaient un niveau d'éducation et d'instruction, là, il faut le dire, très bas. Donc, ce sont des mamans difficiles à convaincre, donc, mais quand même, on a pu arriver donc, à les convaincre.
Voilà, c'était entre parenthèses. Donc, c'est la commune la plus pauvre de la ville de Kinshasa, comme j'avais dit. Nous sommes partis, nous étions là, nous avons parlé de la vaccination contre le Covid qui n'était pas encore disponible, que ce n'était pas pour tuer la race noire, que ce n'était pas pour nous rendre stériles. Et nous les avons rassurés que au cours des séances de vaccination, nous allons être là et puis nous allons vraiment veiller à ce que le respect des mesures barrières soit des rigueurs. Et c'est ce qui a été fait. Et puis, en tout cas, les mamans, bon, d'abord au début, là, j'ai mis entre parenthèses, quand nous sommes arrivés, parce que c'est avec les relais communautaires, il y avait une maman qui n'a pas voulu nous recevoir. Bon, comme on avait nos masques, les mamans ne me connaissaient pas. Bon, ils ne me connaissent pas, en fait, parce que moi, je ne fais pas partie de ces centres de santé-là, de ces centres de santé, je voulais dire. Maintenant, ils nous ont dit non, vous venez faire quoi encore ici? Là, maintenant, elle s'adressait au relais communautaire. Et puis, j'ai coupé la parole de la tête. J'ai dit non, maman, excusez-nous, ce ne sont pas les relais communautaires qui sont venus, mais c'est plutôt moi qui suis venue vous rendre visite. Je suis docteur Nenette. Et quand elle voit entendu docteur Nenette, ce sont dessus. Donc, et ils nous ont donné la chaise, on a commencé à bavarder. En fait le jour de la vaccination en question, nous nous sommes arrangés pour être là. Nous étions là et j'ai même dit à l'infirmier superviseur, comme c'est le nom dont il faut faire de sorte que dans chaque maman, avec une autre, donc qu'il y ait une distanciation de 1 mètre entre 2 mamans. Et puis, c'est ce qui a été fait. Nous avons respecté. Et puis, avec des masques, donc c'était une obligation. Sans masque, tu ne pouvais pas entrer dans le centre, dans le site de la vaccination. C'est ce qui a été fait. Et puis, avant la vaccination, on a essayé encore de répéter ce qu'on avait dit à domicile. Les mamans, ils étaient très, très attentives. On a convaincu au moment que les rumeurs là étaient fausses. Voilà un peu, c'est ce que nous avons pu dire aux mamans, et les mamans étaient d'accord, surtout, et quand ils ont entendu, non, les vaccins, c'est pas de droit, parce que moi je suis docteur, parce que l'une des mamans m'a même demandé, non, docteur, toi tu nous parles de ces vaccins, est-ce que si ça venait ici, est-ce que toi aussi tu vas recevoir ces vaccins? Moi j'ai dit, avec plaisir. D'ailleurs, le jour si les vaccins, là, on est trop dans notre pays. En tout cas, moi, je serai là. Et surtout, je me dirais que toi, tu sois là pour que tu vois bien que moi, je reçois ces vaccins. On a essayé, on a ri un peu dans la salle. C'était au cours de la vaccination. Bon. Et puis, c'était bien. C'était bien. En tout cas, ça s'est passé bien. Mais c'est ce qui nous a plus étonné, puisque en dehors des mamans que nous avons visitées, donc, il y avait encore d'autres mamans qui étaient venues. Donc, c'était pour dire que dans le message était très bien passé. Donc, c'était passé de bouche à l'oreille que non, il faut rentrer dans la vaccination, il faut revenir parce que les fausses rumeurs là étaient fausses. Donc, nous, en tout cas, cela avait fait notre choix. Et Lucie, c'était quoi? Lucie, c'était qu'on avait eu de bons résultats puisque depuis l'apparition de Covid dans notre pays, depuis le mois de mars jusqu'au mois, je crois, de juin, juillet, donc, on avait des couvertures vaccinales très, très basses selon les données de la coordination provinciale du programme élargi de vaccination, et puis selon le bureau central, selon aussi la zone de santé dédiée là. Mais après notre sensibilisation, après vraiment tout a été remis à notre, d'ailleurs, voire même plus, parce que c'était dans le 400, et après nous, ils sont même arrivés au-delà des 1000. Donc, pour dire que la sensibilisation a été très bien faite, la communication, une bonne communication a été très bien faite, et cela s'était bien passé. Et en plus, je voulais dire, en dehors de la sensibilisation, nous avons dit aux infirmiers et aux prestataires de soins de continuer cette sensibilisation au cours de consultations de routine. Donc, c'est-à-dire chaque maman qui vient avec son enfant à l'hôpital, vous lui demandez si l'enfant a été vacciné ou bien s'il manque un vaccin. Au cas où il manquait un vaccin, comme ça, vous l'envoyez dans le service de vaccination pour qu'on puisse faire. Parce que là, nous serons aussi à récupérer les enfants qui avaient manqué la vaccination. Voilà ce qui a aussi un peu augmenté le taux de couverture vaccinale. Dans mon projet là qui m'a aidé, c'est le médecin chef des zones m'a vraiment beaucoup aidé. Les relais communautaires et les premiers superviseurs, en tout cas, ils m'ont beaucoup aidé à réaliser mon projet. Y avait-il quelque chose qui disait non. Bon, moi, je n'étais pas surpris parce que j'étais sûre de moi-même. J'avais confiance en moi-même et tout ça grâce à la formation Titurite. J'avais vraiment des outils
des outils, je veux dire, des outils capables de convaincre la communauté. En tout cas, j'étais confiante moi-même et puis j'ai fait voir, puisque là, au début, quand j'ai fait un petit briefing à la fin, les relais communautaires m'ont dit non, docteur, on ne va pas t'accepter parce que nous étions là-bas, ils nous avaient même chassés. Bon, je ne sais pas, toi, si tu vas y arriver vraiment à les convaincre. Et puis, il faut noter que c'est une zone, c'est une commune où il y a beaucoup de bandits, il y a beaucoup de gens avec des mentalités impossibles. Est-ce que tu vas arriver à faire ça? Parce que nous-mêmes, nous habitons ici, dans les quartiers, ils nous ont chassés. Non, moi, je prends ce risque-là. Je sais que ça va bien se passer. On va bien communiquer avec. J'ai confiance à la formation que j'ai reçue. Et pour ça, j'ai dit encore une fois, merci à Reda pour la bonne méthodologie de la formation. En tout cas, donc ça m'a beaucoup aidé et ça a beaucoup aidé aussi à réaliser notre projet. Voilà un peu en gros ce qu'a été notre expérience par rapport à la situation face à la communication, face à la vaccination. Donc une bonne école. Puis j'ai compris par après que les relais communautaires n'étaient pas bon. Ce sont pas vraiment des relais communautaires formés. Donc, on prend des gens dans les quartiers, on leur dit non, il fait ceci. Donc, ça demande vraiment une bonne formation de ces relais communautaires-là pour qu'ils arrivent à convaincre les mamans. Voilà. J'ai dit et je vous remercie. Merci, merci Nénette. Alors j'ai deux questions pour vous. Est-ce que vous pouvez dire précisément qu'est-ce que la formation Teach to Reach? Voilà, si vous n'aviez pas fait cette formation, qu'est-ce qui aurait été différent? Qu'est-ce que vous n'auriez pas fait peut-être? Et puis deuxième question, quand vous dites que donc il y avait des mamans qui avaient entendu un certain nombre de choses qui étaient fausses, et vous avez pu leur apporter, enfin, les convaincre qu'il s'agit bien de choses fausses et là, leur apporter une information fiable. Qu'est-ce que vous leur avez dit exactement? Qu'est-ce qui vous a donné votre crédibilité et fait basculer donc l'opinion de ces mères? Oui, merci Reda pour la question. Je réponds d'abord à la première question. J'ai dit Teach to Reach m'a vraiment beaucoup aidé parce que moi, je suis médecin, je suis experte en suivi et évaluation, donc je suis impliquée indirectement dans la vaccination. Moi, je vais évaluer PEV, donc je vois leurs données et puis je fais des recommandations. Mais dans la vaccination, je ne suis pas directement impliquée. Et c'est grâce à Teach to Reach que j'ai appris des mesures, des stratégies pour pouvoir convaincre la communauté, surtout avec les revues par les pairs. En tout cas, c'est là qui m'a vraiment beaucoup appris. Donc, moi, je dirais, je suis vraiment le fruit de Teach to Reach, les Reda, disons. Je suis vraiment le fruit de Teach to Reach, puisque je ne suis pas directement impliquée dans la vaccination. Et qu'est-ce qu'il y a donc? Ce sont la bonne manière de communiquer. C'est ce que j'ai compris, c'est la bonne manière de communiquer. Et pour communiquer avec des gens de ces mamans-là que nous avons eu à faire, il suffisait d'être humble, de les écouter d'abord, et puis de parler après, avec un ton un peu bas, donc il ne faut pas, parce qu'elles-mêmes d'abord, ils sont brutales. Donc, il faut aller mollo pour les convaincre. Bon, aussi, je dirais aussi la notoriété, peut-être, puisque quand ils ont entendu, c'était docteur Nénette, directement, ils se sont calmés. En tout cas, il n'y avait pas de problème. Voilà, Reda, ce qui m'a... Merci. Merci beaucoup, Nénette. François Gass donc, a accompagné au sein du réseau Covid-19 vraiment 4 fois par semaine. C'était la pilule quotidienne des scolaires. C'était donc cet échange avec François Gass et Charlotte Mbou. François, des commentaires ou des questions pour Nénette avant de passer donc, au deuxième des 3 intervenants qu'on va écouter aujourd'hui. Il y a aussi des commentaires après que je vais lire. Merci Reda et merci Nénette pour ce partage. Il y a vraiment des leçons clés qui viennent de cette réussite d'avoir convaincu les mères. Et j'aime bien, je pense que Nénette a vraiment adressé les éléments clés pour arriver à faire passer l'hésitation à l'acceptance. Et je crois que le premier mot que je retiens de ce que Nénette vient de dire, c'est d'écouter. Et de ne pas présumer ce que une mère pense ou autre et d'agir trop vite sans avoir une écoute, la compréhension des détails, de laisser parler les mères et ensuite réagir pour répondre aux préoccupations des mères. Et j'ai trouvé qu'elle a utilisé tous les éléments, elle a fait ça, elle a compris toute la situation et elle a adapté la réaction et les mesures correctives à la situation réelle qu'elle avait comprise. Et je pense que c'est très important, on ne le fait pas assez, même dans nos pays. Vous savez, le problème de l'hésitation, il y en a en France, il y en a en Espagne où je vis,
et c'est très compliqué. On n'écoute pas assez, les préoccupations, on ne répond pas assez. Donc ça, c'est vraiment une expérience très, très importante. Et vous avez suivi, engagé les communautés. Une question que j'avais pour vous, c'est vraiment, bon, elles vous ont fait confiance. Vous êtes venus, mais je me demandais quelle était la source des rumeurs. Est-ce que dans votre écoute, vous avez pu comprendre quelle était la source des rumeurs auxquelles vous avez fait face, les trois grandes rumeurs? Vous avez le vaccin terrible qui peut stériliser, l'autre sur on risque d'être contaminé. Est-ce que vous avez compris la source ou pas vraiment? Merci François Gass pour la question. Oui, en demandant aux mamans, vous avez eu tout ça, on en parle dans les réseaux sociaux, et c'est mon mari qui est là, son mari là, il a ouvert les réseaux sociaux. Comme autour des réseaux sociaux, quelqu'un peut se répandre. Voilà, et comme eux là-bas, ils ont une instruction, ils ont le ça. D'accord. Le dernier point, il y a les commentaires. Attention. Oui, ces réseaux sociaux sont compliqués à adresser, mais dans votre plan d'action, il n'y a pas d'approche pour les réseaux sociaux. C'est trop compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez? S'il vous plaît, Comment? Alors, s'il vous plaît, oui, François, c'est sur les réseaux sociaux. Est-ce que dans votre plan, il y a quelque chose pour justement, riposter ou faire de la prévention sur les réseaux? Oui, bon, selon moi, bon, on ne peut pas interdire les réseaux sociaux, c'est pour tout le monde, hein. On ne peut pas interdire chacun qui que ce soit à écrire n'importe quoi. Le problème, c'est qu'il écrit des faussetés et nous faisons des contre-attaques. Nous, il ne faut pas des faussetés. Et puis nous disons et ça, selon moi, la meilleure façon de réseaux sociaux. Donc, on va parler à haute voix, vers ceux qui se font dans les réseaux sociaux, il ne faut pas tout voir. Il y a ceux qui tout ce qui est la vérité. Il y a des fake news. C'est ça ma façon de voir les choses par rapport à réseaux sociaux. Merci donc à François et Nénette. On a deux autres intervenants, donc Fodé Danfaka et ensuite Deo Gracias Ussima. Je veux quand même relever, il y a de très beaux commentaires. Marie-Thérèse Charlène Ambassa, donc qui dit merci Nénette, on sent l'engagement pour apporter le changement dans cette communauté. Annick Bali qui a dit merci docteur Nénette, très belle. Donc je pensais que c'était un commentaire sur votre physique, mais non, elle a complété, très belle présentation. Donc si c'est Sanansi qui vous félicite, Marie-Thérèse Charlène Ambassa donc qui complète l'écoute active et l'attention pour inspirer la confiance. Bravo à vous. Akpoto Max Trésor donc qui dit merci docteur Elokou. La bonne communication est une bonne base pour convaincre les parents. Des remerciements également de Julienne Gadji, Madame Sek Kadia Tassar, Jean-René Jonah, Ali Diop, Regan. Alors zut, il y a quelqu'un qui il y a une fonction qu'on va devoir désactiver, c'est la possibilité de demander des réunions. Donc, Regan Nsadissa qui dit « Merci, Dr Nénette, votre intervention nous motive, nous les nouveaux, à faire encore confiance davantage à Teach to Reach pour essayer tant bien que mal de lever l'hésitation vaccinale, qui est un problème majeur dans nos milieux. » Vaka Maluma, félicitations Nénette pour cette communication avec la base et ce feedback positif de cette dernière. Petit Jean Kakwemi, je félicite Nénette pour cette expérience partagée. Étant moi-même prestataire dans la ville de Kinshasa, je peux rassurer à la salle que convaincre les mamans de Kibon Seke, ce n'est pas facile, un taux d'analphabétisme élevé et une pauvreté extrême. Nomu Alphonse Kopogomu, merci Nénette pour ce retour terrain. Quelle est la particularité de cette communauté? Nénette, une réponse rapide sur cette question-là. Est-ce que c'est ça, analphabétisme et pauvreté? Oui, c'est vrai. C'est vraiment un milieu, docteur Redas, comme j'avais dit au début. Donc, c'est la commune la plus pauvre de la ville de Kinshasa, avec un taux d'analphabétisme. Vraiment, il y a un niveau je dirais même très bas d'éducation et d'instruction. Ça, c'est vrai. Il a raison. On a eu affaire à des mamans difficiles à convaincre, mais la bonne communication a prouvé le contraire.
D'accord. Et donc, du coup, lui qui connaît dit, alors je ne retrouve plus le message, mais qui disait, oui, c'est vraiment un exploit, donc ce que vous avez fait. Il y a Christelle Bongo qui dit, j'ai eu le même problème à Kibasake, zone de santé de Kikimi. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire. Là, vous avez dans la conférence la possibilité de prendre, de programmer une réunion. Jusqu'à 4 personnes peuvent se rencontrer si vous souhaitez donc poursuivre la discussion. Donc ça, nous-mêmes, on n'a pas testé cette fonction. Donc là, j'ai hâte. Il est déjà 11h20. Il nous reste 25 minutes, mais c'était extrêmement intéressant. Je ne veux pas pour autant préjuger que les interventions de Fodé Deogracias ne le seront pas au moins autant. Donc, on va donc passer à Fodé Damfaka. C'est à vous, Fodé. Il faudra donc cliquer. Voilà. Ah, pardon, c'est moi qui viens de recouper votre micro par erreur. Allez-y. Oui. Bonjour Reda. Bonjour, on vous reçoit 5 sur 5. C'est à vous. Voilà, donc moi c'est Dr Fodé Damfaka. Je suis médecin-chef de district au Sénégal, donc dans une région située au niveau du sud-est du pays. Voilà, donc moi, mon histoire, en fait, au mois de mars, avant l'enregistrement de cas de corona au niveau du Sénégal, on avait introduit un an avant, c'est-à-dire en 2018, la vaccination de HPV chez les filles de 9 ans. Donc, lors d'une réunion de coordination, il y a un poste qui n'avait pas encore débuté après 9 mois d'introduction. Donc, l'ICP, quand nous l'avons interpellé sur ce sujet, il nous avait dit que quand même il y avait un refus collectif de la majeure partie de ces villages. Et il a tenté de faire le plaidoyer auprès des chefs de village notables, mais il s'est trouvé qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui étaient véhiculées sur les réseaux sociaux, disant que le vaccin contre le HPV rend stérile les filles et ça peut causer aussi des cancers chez ces filles. Donc, c'est par la suite quand même que les villageois ont refusé de faire cette vaccination. Donc, malgré plusieurs tentatives, il n'a pas réussi à commencer la vaccination au niveau de son poste. Donc, pour les parties prenantes, on avait essayé quand même de faire participer tout le monde, le sous-préfet, le maire, l'équipe cadre, district, l'équipe du poste, ainsi que les chefs de village, les leaders d'opinion, guides religieux, les mères et gardiens d'enfants, les notables, les grandes-mères. Donc, mon rôle, c'était de jouer le rôle de régulateur, donc d'essayer de réunir tout le monde autour du problème pour essayer de trouver une solution définitive à ce problème. Donc, pour les actions spécifiques envisagées, donc comme action envisagée, c'était d'essayer de voir ceux qui acceptent la vaccination, de les vacciner, d'impliquer le sous-préfet pour rompre, parce on a un programme de bourse familiale, c'est-à-dire les personnes diminuées bénéficient d'une bourse tous les 3 mois. Et que dans cette bourse, il y a quand même des points sur lesquels il faut accepter, c'est-à-dire vacciner ses enfants, inscrire les enfants à l'école. Donc, c'était de voir avec le sous-préfet pour qu'il rompe les bourses de ceux qui refusent. L'autre action envisagée, c'était de faire un dialogue communautaire pour démentir les rumeurs, convaincre les mères et gardiennes d'enfants à faire vacciner leurs enfants. Donc ça, c'était les actions spécifiques envisagées. Maintenant, quelles sont les mesures spécifiques prises? La première mesure prise, c'était d'aller au niveau du poste, de convier tous les acteurs communautaires qui travaillent avec l'ICP sur la vaccination, que ce soit les ASC qui sont aux villages les plus reculés, pour que chaque village puisse avoir un représentant lors de cette rencontre. Nous avons convié aussi le maire, le comité de développement sanitaire, et ensemble, nous avons essayé de voir dans chaque village quel était réellement le motif de refus. Et dans l'unanimité, pratiquement, c'était les mêmes refus. C'était des villages où il y avait beaucoup d'émigrés. Donc, ce sont les émigrés qui sont en Europe qui leur ont envoyé des vidéos
pour leur dire de ne pas accepter la vaccination parce qu'il y a tel personnel de santé qui dit ceci, cela sur la vaccination. Donc, vraiment, ils nous ont montré même les vidéos qui étaient partagées au niveau du village. Donc, ça nous a permis de cibler le problème et de voir quelles sont vraiment les cibles à atteindre lors de nos rencontres de plaidoyer. Donc, par la suite, nous avons organisé un CLD, c'est-à-dire un comité de développement local avec le sous-préfet. Donc, le sous-préfet a convié tous les chefs de village, les maires, les notables, les guides religieux, le maire, ainsi que l'équipe du poste pour essayer de discuter du sujet. Donc, lors de cette discussion, quand même, nous avons recueilli tous leurs motifs. Et j'ai même fait une présentation pour leur prouver l'effet bénéfique de la vaccination en prenant exemple sur les pays qui ont fait la vaccination et le niveau de baisse du cancer du col de l'utérus. J'ai aussi présenté des chiffres parce qu'au niveau de notre région aussi, on a enregistré beaucoup de cas de cancer du col. Et l'ironie était que même dans ce village, il y avait une femme qui était décédée de cancer du col. Donc, ça nous a permis quand même d'avoir un motif plus patent pour leur dire qu'une fois que le cancer s'installe, il y a peu de chances que la personne s'en sorte. Et même s'il va s'en sortir, il y a beaucoup de moyens qu'ils vont débourser. Il va devoir faire 800 km aller jusqu'à Dakar avec beaucoup d'examens paracliniques à faire, alors que la vaccination est accessible et qu'elle est gratuite. Donc, ça nous a permis quand même de régler ces rumeurs au niveau lors de ce CLD. Mais après ce CLD, nous avons tenu des rencontres avec les associations de jeunes parce qu'on s'est rendu compte que les rumeurs étaient plus véhiculées par les jeunes via les réseaux sociaux, WhatsApp. Donc, nous avons rencontré les associations des jeunes et nous avons fait le même plaidoyer. On leur a montré l'effet bénéfique de la vaccination. On a pris vidéo par vidéo pour les démentir et leur montrer des preuves concrètes de l'effet de la vaccination. Après l'association des jeunes, nous sommes allés voir les chefs de village. Parce qu'on s'est rendu quand même au niveau de pratiquement chaque village. Il y avait 26 villages au niveau de ce poste. Nous avons divisé l'équipe en 5 équipes et nous avons pu faire le tour de tous les villages. Et dans chaque village, nous avons tenu ce qu'on appelle un dialogue communautaire où il y avait tous les représentants, c'est-à-dire les maires, gardiens d'enfants, les grandes-mères, les jeunes, les chefs de village, les imams. Donc, lors de ces rencontres, nous avons réussi quand même à convaincre la population que ces rumeurs n'étaient pas fondées et que la vaccination a fait ses preuves au niveau de la région parce que c'était une région où il y avait beaucoup de cas de rougeole, beaucoup de cas de polio et que c'est grâce à la vaccination qu'on enregistre pratiquement plus de cas au niveau de ces régions. Donc, l'issue de ces rencontres, c'était des rencontres quand même très prolifiques parce que nous avons passé la journée là-bas, ils ont préparé. Nous avons mangé ensemble, prié ensemble jusqu'à vers 18 h. Ils étaient très contents. Ils nous ont même donné des cadeaux et ils ont pris l'engagement quand même. La première chose qui a été faite, c'est la constitution d'un comité de gestion parce qu'il y avait une case de santé au niveau de cette case où il y avait tous les chefs de village qui étaient représentés. Donc, les imams nous ont donné quand même l'assurance que chaque prière, ils vont faire des prêches pour sensibiliser la population, surtout les hommes. Les mères et gardiens d'enfants ont vraiment adhéré à cette vaccination, les guides religieux. 2 mois après, quand même, l'ICP nous a notifié qu'il avait pu vacciner 92% des filles âgées de 9 ans. Donc, on s'est organisé pour faire une stratégie fixe au niveau de chaque village. Et chaque chef de village a recensé toutes les filles âgées de 9 ans pour les amener le jour J. Donc, quoi ou qui m'a aidé? Donc, il y a quand même cet engagement au niveau communautaire du sous-préfet, mais surtout du maire, qui a vraiment mis des finances pour nous permettre d'organiser ces différentes rencontres au niveau communautaire. Il a financé chaque rencontre en donnant au chef de village pour la préparation du repas et tout ça. Mais il y a aussi l'engagement des acteurs communautaires qui ont fait le suivi, parce que le problème, c'était surtout de faire le suivi de tout ce qui a été décidé lors de ces rencontres. Donc, ça nous a beaucoup aidé à réussir cette mission. Donc, chose surprenante, c'est que lorsqu'on allait au niveau des villages qui sont sur les montagnes,
Donc, on s'est rendu compte que c'était des villages qui étaient inaccessibles. Donc, il n'y avait pas de réseau. Pour appeler, il faut descendre vraiment au pied de la montagne pour pouvoir appeler. Mais aussi, ce sont des villages où l'ambulance accédait très difficilement. Et lors de cette rencontre, ils nous ont même notifié qu'il y avait un jeune qui était décédé par accident. Donc, il est tombé des montagnes parce qu'il pleuvait. Sa femme était en train d'accoucher et il fallait qu'il descende au niveau du poste pour aviser la sage-femme. Et c'est par la suite qu'il est tombé, donc qui est décédé au cours de cette rencontre. Donc, c'est quelque chose quand même qui nous a permis, après cette rencontre, de diriger un poste de santé au niveau de ces villages. Parce qu'il y avait 11 villages qui étaient vraiment au sommet de la montagne où l'accès était très difficile. Donc, voilà, Reda, c'est ce que j'avais à partager. Et je suis disponible pour apporter toute réponse à de possibles questions. Merci, Fodé Danfaka. Question ou commentaire de François Gass. Il y a une excellente série de commentaires dans le chat. Mais François d'abord. Ah, attends, on va. Voilà, il faut activer ton micro en cliquant sur le petit icône du micro. Merci pour le partage de cette expérience qui est remarquable quand on avez atteint. Vous avez eu un impact indéniable avec votre approche. Ce que moi, je retiens de votre approche, et j'apprends à chaque fois que quelqu'un présente un de ses succès et donne les détails qui ont permis le succès, c'est que vraiment, vous l'avez fait tous ensemble. Vous n'avez pas fait cavalier seul. Vous avez associé tous les acteurs du terrain à tous les niveaux pour arriver à résoudre ce problème avec succès. Donc moi, toutes mes félicitations. Je crois qu'on apprend beaucoup de cette expérience. J'espère qu'elle est partagée en dehors même du réseau, des gens qui nous écoutent, parce que c'est très, très utile de voir. Vous avez entendu les populations, vous avez compris la situation, vous avez répondu à d'autres problèmes que leurs problèmes de vaccination. Vous avez démontré comment le faire, vous êtes fait appuyer de tous les acteurs importants, vous avez réuni tous les acteurs communautaires. La seule chose, je me dis, c'est un travail considérable. Je me demandais en combien de temps vous avez pu faire tout ça. Ça, c'est une question personnelle parce que ça représente, j'imagine, un travail considérable. Ça s'est fait en 1 mois, en 2 mois? En combien de temps vous avez pu mener toutes ces actions? Merci. Et encore bravo. En fait, ça s'est fait en 2 mois. On a vraiment mobilisé toute l'équipe du district pour essayer de régler ce problème définitivement. Parce que c'était le seul poste quand même qui était en rade. Donc, vraiment, l'équipe s'est mobilisée pour réaliser ce travail en 2 mois. Et après 2 mois, quand même, nous avons constaté que pratiquement la majeure partie des filles étaient vaccinées. Bravo. Encore une fois, bravo pour cette expérience. Merci François. Alors, il y a d'excellents commentaires, comme je l'ai dit, dans le chat. Je vais voir, alors je ne vais pas pouvoir tous les lire. J'apprécie la qualité et la quantité ici. Voilà, donc Komlan Anato qui pose une question qui est déjà, dont on a beaucoup discuté au sein du réseau Covid-19. Est-ce que menacer des personnes d'emprisonnement si elles refusent le vaccin pour qu'elles l'acceptent, est-ce que c'est une stratégie de mobilisation et communication qui est susceptible de faire adhérer la communauté au service de vaccination? Donc ça, c'est en référence à un commentaire plus haut sur quelqu'un qui rapportait avoir utilisé cette méthode. Ali Diop, au niveau de la direction de la santé de la mère et de l'enfant du Sénégal, qui vous félicite. Je confirme les difficultés rencontrées par le système pour la gestion de rumeurs. Même on a réussi par moment. Nous devons capitaliser toutes les expériences réussies pour faire face à l'introduction contre la Covid. Avez-vous pris des dispositions pour ça afin d'obtenir afin que les mêmes résultats? Fodé, je crois que cela s'adresse à vous. La question, je n'ai pas bien entendu. L'hésitation vaccinale face au vaccin Covid-19, est-ce que vous avez déjà engagé des mesures ou des actions ou entamé le travail de réflexion sur comment les stratégies que vous développez peuvent être adaptées au contexte Covid? Effectivement, parce qu'actuellement, notre région prépare quand même une vaccination contre la fièvre jaune. Parce que nous avons enregistré 2 cas de fièvre jaune dans la région. Et actuellement, nous sommes en train de dérouler une campagne de vaccination. Donc, on essaye de coupler parce que quand on parle de vaccination de fièvre jaune, les gens pensent qu'on veut mettre en œuvre la vaccination Covid comme des cobayes. Donc, vraiment, on a couplé les 2 stratégies, c'est-à-dire de faire comprendre à la population que la vaccination pour la fièvre jaune, c'est différent. Mais aussi, il est très important
de penser à la vaccination, parce qu'actuellement, nous sommes en train d'enregistrer des cas de décès quand même au niveau de notre district, parce que rien qu'en un mois, nous avons enregistré 34 cas, dont 3 décès et 5 cas graves. Donc, vraiment, nous avons commencé vraiment à sensibiliser la population, parce que nous, notre stratégie, c'est faire des spots vidéo que nous partageons dans les réseaux sociaux pour essayer de toucher le maximum de personnes. Donc, c'est des spots vidéo de sensibilisation sur la vaccination contre la COVID et la fièvre jaune. Alors, si c'est ça, Nancy, donc vous félicite également. Et à une question précise pour vous, les postes de stratégie fixe étaient tenus par quels agents? Est-ce que cela a nécessité du personnel supplémentaire? Et si oui, qui prenait en charge les frais de ce personnel supplémentaire? Effectivement, c'est l'équipe mobile et les ICP qui étaient sur l'axe, parce qu'il y avait un axe où il y avait 4 postes de santé. Donc, nous avons mobilisé l'équipe mobile du district. Donc, il y a le point focal PV, mais aussi 2 infirmiers du centre de santé. Mais aussi, il y a les ICP, les infirmiers chefs de poste qui étaient au niveau du poste d'Indifelo, Bandafassi, c'est-à-dire les autres postes. Donc, nous avons vraiment fait tir groupé, mais les seules ressources, c'était le carburant, parce que quand même, c'est pourquoi je parlais de l'engagement des infirmiers. Le district s'est chargé de donner le carburant et juste la collation, mais on n'a pas fait de motivation pour les infirmiers. Donc, c'était un engagement personnel de ces infirmiers. D'accord. Alors, merci à Fodé Damfaka. Merci donc pour l'excellente qualité des commentaires et de la discussion dans le chat. Notre dernier intervenant, donc Deogracias, a été très… voilà, il faut beaucoup de patience pour être le dernier dans la séance. Je vous rappelle donc la séance en principe va jusqu'à 45. Là, Deogracias, j'essaie d'activer votre micro. J'espère que vous êtes encore là. De vive voix. Deogracias, est-ce que vous êtes… Voilà, ok, parfait. Donc maintenant, je vous demande donc d'activer votre micro en cliquant sur le… Là, vous voyez, il y a un trait rouge qui barre votre micro. Donc, cliquez dessus pour l'activer. Donc, on va aller jusqu'à 45. Là, malheureusement, votre micro est toujours bloqué. Et je ne peux pas, moi, l'activer à votre place. Donc, cherchez là où vous voyez votre webcam, enfin l'image de votre webcam, vous avez un petit haut-parleur et puis après un autre petit symbole à droite de votre nom qui est en fait le micro. Donc, il faut cliquer dessus avec votre souris pour activer votre micro. Non. Alors non, on vous entend, mais on vous voit, mais on ne vous entend pas. Ce que je vais faire, c'est dans ce cas-là, vous cliquez sur quitter et puis après vous refaites la demande donc pour revenir dans la salle et là votre micro sera activé par défaut. On peut essayer comme ça. Bien sûr, c'est comme toutes ces plateformes ont leurs problèmes, ont leurs contraintes. Donc Deogracias, si vous pouvez quitter sur le bouton rouge en haut à droite, quitter. Et puis après, refaire une demande pour partager votre audio et votre vidéo. Voilà. Donc, je vais veiller donc dès qu'il arrive pour pouvoir le faire revenir dans la salle. Oui, voilà, le voilà. Et donc, cette fois-ci, donc on va… oui, voilà. Là. Bonjour. Oui, on vous reçoit 5 sur 5 cette fois-ci. Alors, il nous reste en principe 7 minutes. On va jouer les prolongations. Je vous demande si vous êtes dans la salle, là vous êtes 95 à regarder la séance, à regarder et écouter. En principe à 45, donc il y a l'option d'aller faire du réseautage. À mon avis, sachez qu'il y a d'autres occasions, d'autres moments. Il y a plein de moments pour faire du réseautage, mais c'est la seule fois où vous allez pouvoir écouter le récit de Deogracias. Donc, on va prolonger la séance au-delà des 45 minutes afin d'écouter vraiment le récit de Deogracias. Donc, bienvenue. N'oubliez pas de vous présenter, nous dire qui vous êtes, où vous travaillez. On vous écoute. Merci beaucoup, Dr Reda et Dr François Gass. Je m'appelle Deogracias Uchima Unarossi. Je suis un médecin de santé publique. Je travaille dans un centre de recherche en maladies tropicales en République démocratique du Congo, à l'est du pays, dans la province de l'Ituri et particulièrement dans la ville de Bunia. Mais le centre de recherche est situé à 135 km de Bunia, dans la zone santé de Reti.
Et c'est là où je me présente tout à l'heure. J'ai une étude des cas qui s'est passée au mois de novembre de l'année 2020. Nous étions en train de mener les plaidoyers auprès des autorités politico-administratives, religieuses, traditionnelles, dans le cadre d'une étude clinique que nous sommes en train de faire dans notre centre de recherche, parce que je suis coordonnateur des études cliniques. Alors, pendant que nous avons rassemblé les autorités dans la cité de Mahagi, en pleine séance tenante, la bourgmestre nous interrompt pour dire que non, il y a une situation au niveau de la cité de Mahagi. La situation, c'est quoi? C'est que il y a une rumeur qui a couru et puis ça a poussé à ce que les mamans puissent aller retirer tous leurs enfants des écoles primaires et maternelles. La rumeur, c'est quoi? C'est qu'il y a un groupe de gens en véhicule qui passent école par école pour vacciner les enfants, les élèves contre le coronavirus. Et la cité a été agitée de sorte que on a demandé aux mamans d'aller retirer leurs enfants et c'était un cafouillage comme pas possible. Pendant que nous étions dans la salle avec l'administrateur du territoire et ses délégués et toutes les autres autorités, on était une trentaine, tout le monde était agité, on s'est dit qu'est-ce qui se passe? Curieusement, j'étais en train de parler de la participation communautaire dans notre étude clinique que nous sommes en train de mener. La bourgmestre qui pose la question, elle dit, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que toutes les activités communautaires en ces 2 jours, il y a toujours des rumeurs. On pense que les gens sont venus distribuer le coronavirus aux gens. J'ai pris la question, j'ai posé la question, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce que vous avez comme antécédents, de nouvelles autour de cette rumeur? Les autorités que nous avons réunies ont dit effectivement, au début du mois de novembre, il y avait eu des rumeurs qui disaient qu'il y a des gens qui se préparent à passer et donner vaccination aux enfants à l'école. Mais forme que non, c'était un groupe des humanitaires qui était en train de passer école par école, censé d'abord les enfants déplacés de guerre qui sont en train de détruire les écoles et qui ont besoin d'être soutenus. Mais aussi, c'était à l'occasion de la journée de lavage des mains. Oh, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et le rôle commençait à poser la question de savoir qu'est-ce que les autorités, eux, ils avaient fait contre ces rumeurs. Ils ont dit non, jusque-là, ils n'avaient encore rien fait du tout. Et les parties prenantes au niveau des écoles, c'était les mamans et leurs enfants. Parce que comme il y a eu 2 scènes. Il y a une scène qui s'est passée au niveau des écoles, là où les mamans sont allées arracher leurs enfants des écoles. Mais l'autre scène, c'est qu'il y a une scène au niveau des communautés, représentée maintenant par les autorités qui vont rassembler. Et comme j'étais en train de modérer, j'ai l'autorité et je leur ai posé la question de savoir qu'est-ce que nous allons faire tout à l'heure. Les actions, il fallait que je leur parle que le coronavirus est une pandémie réelle, la COVID-19, je voulais dire, je m'excuse, la COVID-19 est une pandémie qui est réelle, qui est mortelle et qui tue les gens. Et que nous avons tout intérêt à suivre les barrières telles que édictées par les autorités sanitaires du pays.
Je leur ai donné beaucoup plus de détails. J'ai aussi ajouté que, comme c'est une nouvelle maladie, il y a beaucoup de recherches scientifiques qui sont sur cette maladie-là, de sorte que jusqu'à présent, il n'y a pas encore un vaccin qui était disponible. Ça, je parle bien sûr au mois de novembre 2020. J'ai dit qu'il y a beaucoup d'études qu'on est en train de mener et que on aura un vaccin contre le coronavirus. La population sera informée à bonne et due forme. Il ne faut pas qu'ils en tiennent compte. Mais alors, pour couper l'évolution des rumeurs-là dans la cité, heureusement que nous avions les journalistes, il y a 4 radios dans la cité, et tous les représentants des ONG, les autorités politico-administratives, il y avait le médecin chef de zone. Nous avons dit que tout à l'heure là, ce que nous devons faire, comme nous sommes dans la zone santé de Mahagi, de créer une commission sectorielle de communication pour renforcer le mécanisme de communication de la zone de santé. Et à partir de Mahagi, on pourra alors étendre ça sur toute l'étendue du territoire qui compte à peu près 7 zones de santé, je voudrais dire. Et comme les autorités étaient là, on a même suspendu tout ce que nous étions en train de faire pour constituer une commission rapide multisectorielle, renforcer les mécanismes de communication pour couper court à ces rumeurs qui faisaient qu'on puisse sécher des élèves. Comme mesure, donc les mots qu'on avait dit, c'est que, comme je disais, j'avais parlé du coronavirus. Et je dis aussi que le lendemain, on pourra avoir un temps pour former la petite commission à ce qu'ils tiennent à une bonne communication pour que les gens soient convaincus que le coronavirus n'est pas une maladie telle que les gens sont en train de dire là, que c'est une maladie qui est créée par les Blancs, les Noirs malades ou pour les tuer, parce qu'ils pensent que si les Africains deviennent nombreux, les forêts qui sont en train d'absorber leur carbone ici seront détruites, ainsi de suite. C'est une réalité. Renforcer la capacité de cette petite commission sectorielle que nous avons mise sous forme d'une commission satellite, et je voulais dire, c'est encore satellite, qu'on va là comment ça fonctionne dans les 2 jours qui suivent. Et créer une commission avec tous les services sociaux de base, les journalistes étaient là, les services politico-administratifs il y avait aussi les ONG, il y avait la commission médicale qui était dedans. Et le même soir, nous sommes allés à la radio pour parler à la population, dire que non, il ne faut pas que les gens aient peur. Ces gens qu'on a suspectés venir vacciner les élèves, le coronavirus, c'était des humanitaires qui cherchaient de guerre. Et aussi, à l'occasion de la journée internationale de lavage de mains, ils ont voulu faire leur démonstration dans des écoles. Malheureusement, ils n'ont pas pu le faire. J'ai aussi posé la question. Les gens, ces humanitaires étaient venus poser au préalable avant de faire ça. Les autorités du territoire ont dit malheureusement non. C'est comme s'ils étaient en devenir pour d'abord informer les autorités politico-administratives et puis passer dans les écoles après, mais on les a précédés d'avant. Alors, les mots que nous avons utilisés, il fallait que la commission que nous avons formée soit une commission qui soit représentée partout dans toutes les 7 zones de santé qui existent dans le territoire. Comme nous étions dans une zone de santé, dans une zone pour voir comment ça fonctionne dans les 24 heures. Et la commission a très bien fonctionné. Et tous les chefs de chefferie qui étaient là ont à l'école
Les 2 jours plus tard, la commission a été formée presque dans toutes les autres zones de santé qui ont suivi celle où le plaidoyer donc Magui cité. Alors, l'issue, c'est que après 24 heures, il y avait encore, le lendemain, il y avait encore des problèmes. La liste des écoles était timide, mais on a renforcé la communication dans les radios, par la communauté. Et 3 jours plus tard, les élèves ont repris leur chemin de l'école et c'était un très grand exploit. Ce qui nous a aidé dans cela, c'est effectivement, je suis inscrit depuis le mois de juillet. Nous avons appris beaucoup de cette plateforme. Le moteur à idées, on a fait le premier exercice, c'était toujours sur des autorités politico-administratives, religieuses, culturelles, et ainsi de suite, dans les services de vaccination. Mais nous nous sommes rendus compte que l'implication des autorités politico-administratives et tous les grands leaders est très, très, très importante, même pour rompre les rumeurs. Et nous nous sommes dit que le jour où le nouveau vaccin contre le coronavirus pourra être réellement introduit, il faut vraiment que l'on puisse suivre cet exemple que nous avons de cette stratégie que nous avons mise en œuvre. Alors, il y a aussi quelque chose qui m'a aidé, c'est que les autorités eux-mêmes ont pris notre approche à bras le corps. Ils ont mis ça en œuvre. Dans les 24 heures, on a vu vraiment que les choses étaient revenues à la normale. Est-ce qu'il y a quelque chose de surprenant ou inattendu? Je dirais qu'il y a eu 2 grandes choses qui m'ont surpris. D'abord, négativement, la manière dont la rumeur, dans un très peu, une cité d'à peu près 4000 personnes, ça m'a étonné. Qu'est-ce qui se passe? Donc, la communauté a pu véhiculer rapidement et puis ils ont pris des initiatives pour aller ramasser tous leurs élèves, les enfants qui sont élèves dans des écoles. Ça m'a négativement surpris. Mais ce qui m'a positivement surpris, c'est que notre approche du mécanisme de la communication multisectorielle très, très, très bien marché et très bon résultat. Toutes les autorités ont été derrière nous. Toutes les autorités nous ont donné leurs mains et puis dans les 3 jours, tout était revenu à la normale. Et à la fin de mon exposé, si vous avez des choses à me poser comme question, je suis disponible.